Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré. T'as vu étagère, c'est pas compliqué quand même à dire cette phrase. Ça avait l'air de te torturer la dernière fois. Oh oui bah tu sais moi j'ai beaucoup de mal à parler. Oui bon écoutez étagère n'est pas là aujourd'hui mais bonjour Elena. Bonjour, je suis enrhumée. Bonjour, non tu es Elena. Bonjour Victor. Bonjour. Oui. Il est censé avoir un... Bah, t'as commencé quelque chose. Ah non, un j'ai début juste de dit phrase. bonjour. Non, il attendait une vanne. J'attendais que tu m'attaques Ah. aussi, non mais Non, apparemment, bah non. Bah, Bah, t'as écoute, juste dit bonjour, je peux pas t'attaquer, t'es inattaquable quand tu dis C'est juste vrai. bonjour. Alors, on a Enfin. mal dormi? Ah d'accord. Eh ben oui, bah commençons. On a joué à quoi cette semaine? Oh là là, mais C'est moi direct, qui les questions commence. personnelles. Allez, Elena, Ah, commence. à vas-y. rien. Ah, allez, bah, ça va. Moi aussi, c'est pas vrai. J'ai encore joué à Two Point Campus, mais encore. Donc, Toi, t'as compris comment ça marche. cette semaine, moi, j'ai fait que spectateur. J'ai regardé. C'est bien, bravo. Donc, Je t'ai vu jouer. T'as regardé sur Twitch, c'est ça? Et Non, du coup, j'ai toi, regardé Florian jouer. et toi, Alors. Victor, t'as joué à quoi? Oh là là, alors moi ça a été une semaine assez simplette, hein, parce que bah, je suis quelqu'un Parce que tu es d'assez très simple, simplé. par défaut, hein, voilà. Donc, Allez, je suis et toujours c'est sur- là la vanne. Je suis toujours sur du Red Dead Online, RP. Donc je continue ma vie. Vraiment, j'envisage de démissionner et juste vivre sur Red Dead Online, mais ça c'est une autre... Très bien, bah tu On- laisseras ta lettre On, de en- on en démission, parlera s'il te après, non, plaît, mais on en parlera après, t'inquiète. Non mais je prends note, Non, c'est mais- de manière c'est enregistré, Non, donc... mais c'est enregistré ou pas, je voulais Moi, te le je dire. vois que la reprise est difficile. Hein. Il fait froid. C'est compliqué de trouver des jeux à jouer. C'est dur. Assez compliqué de trouver Ouais, des j'ai jeux joués. Alors, Non, mais parce qu'on a froid. Ah oui, non, mais c'est parce que vous avez froid, parce que sinon je crois qu'il n'y a jamais eu autant de jeux d'affilée, quoi. J'ai joué à Immortal après, ça m'a fait peur. Immortality. Du coup, vu que j'ai eu peur, je me suis dit, ok, je vais jouer à un jeu réconfortant, j'ai lancé Cyberpunk. Oui, vachement réconfortant, Cyberpunk. Oui, C'est quoi ta définition de réconfortant, s'il te plaît? je sais où je vais. C'est-à-dire que on m'a déjà cassé la gueule sur Cyberpunk, je fais ok, c'est pas grave, je connais. C'est ma maison, je connais. Et finalement, ça se passe très bien. Tu fais partie de ces gens qui, après avoir vu Edge Runner, ont relancé Cyberpunk? Oui. Et pas pour genre pas juste relancer, c'est carrément j'ai recommencé le jeu en mode ok, je recommence tout. Cette fois, je vais le faire dans le bon sens. D'accord, très bien. Et c'est tout, du coup? Bah C'était bien ça Red fait Dead quand même- Online? Ça fait quand même pas mal. Hein. Oui, bah écoute, c'est toujours aussi drôle. Parce que je rappellerai, mais le but de, de cette introduction, de ce préambule à ce podcast, c'est aussi que vous nous fassiez des micros-impressions de ce que vous avez joué. Alors si vous avez rien fait, c'est pas grave. Mais j'aimerais quand même avoir un peu plus de... J'ai Ah, fait ça bah, et ça. Moi, j'en ai déjà beaucoup parlé la dernière fois, Red Dead Online, je crois. Oui. Ok. C'est assez simple, c'est du RP, donc malheureusement, il y a pas trop de descriptif à donner à part on se fait des aventures, tu vois. À moins que tu veux que je te raconte vraiment ce qui s'y passe précisément. Non, non, pas spécialement. Mais non, Red Dead, c'est très cool. Vraiment, je surkiffe. Immortality, sympa, même si toi, tu y as joué sur console, si j'ai bien compris. Ouais, j'ai joué sur Et Xbox, moi, mais j'en parlerai. j'y joue sur PC. Donc j'ai quelques petits en mode je me sens au travail. Au début, je me suis vraiment senti au travail en mode ok, alors je recule, j'avance, je recule, j'avance. Mais très sympa. L'ambiance est bizarre, très bizarre aussi. Je sais pas donner un nom à ce jeu. Je sais pas où le Ça classer. s'appelle un jeu FMV, un film interactif. Oui, bah c'est très bizarre et j'apprécie. Donc j'y jouerai encore. Pour full motion Et vidéo. bah Cyberpunk, bon bah Cyberpunk c'est Cyberpunk. Juste il a été amélioré, ça se sent. Genre D'accord. vraiment, ça se sent vraiment. Tu le recommandes à un ami? Je le recommande à un ami qui aurait toujours pas joué, je dirais. J'y ai joué. Qui aurait toujours pas fini le jeu. Très bien. Donc, 2 ans après la sortie, ça y 2 est, ans on après peut la le dire, sortie, je recommande à un ami. normalement, vous pouvez y aller. Moi, je trouve que c'est bon. Voilà. Après avoir goûté le caca que c'était au début, C'était là, il y a une quand même. petite sauce. Ils ont mis une petite sauce autour. Mais c'est toujours du caca? Non, c'est pas du caca. Bah, il faut savoir. Le caca, il a muté en fait. C'était. Le caca, C'est devenu une petite purée. c'est le cauchemar de tout le monde. Le caca qui mute. Très bien, merci beaucoup. D'accord, donc Victor. avant c'était le caca de bébé nouveau-né, là maintenant Ouais. c'est un vrai caca. C'est une belle crotte. C'est une belle crotte, Très bien. mais il y a de l'ambiance. Donc, non, en vrai, il est bien. Il est bien. Ok, bah moi j'ai énormément joué à des jeux. Oui, bah du coup, j'ai fait comme je beaucoup de disais, choses. moi j'ai fait que regarder, mais j'avais beaucoup de choses à regarder parce que t'as Bah, fait beaucoup déjà, de choses. on en parlera aujourd'hui dans une actualité parce que je suis parti à Londres, c'est pour ça que j'étais absent sur le précédent podcast parce que j'étais à Londres pour Oui. tester des jeux de Square Enix. C'est mais on ça y qu'il reviendra. fallait pas dire, Mais on y reviendra. qu'on n'a pas dit la C'est- semaine dernière. Ouais. On l'a pas dit parce qu'il n'y avait On pas a- le droit. On Mais n'a pas maintenant, on a le balancé. droit. On n'a pas balancé. J'ai fait la vidéo et tout sur Singe Pourpre. D'ailleurs, allez la voir parce que je fais un résumé de tout ça. Et je vous en ferai un très bref, rassurez-vous, de résumé sur ce podcast aussi si vous voulez pas vous embêter à changer de flux de vidéo ou audio. Donc du coup, j'ai essayé tout ça. Mais en parallèle, moi,
En perso, en ce moment, je suis extrêmement actif en termes de jeux vidéo. Tout cet été, je me suis fait le Xenoblade 1. Et depuis qu'on s'est quitté, j'ai fini Xenoblade 2. J'ai fini le chapitre supplémentaire Future Connected de Xenoblade 1. Alors Xenoblade Chronicles 2, j'ai étonnamment bien apprécié. Je l'ai préféré au 1. Pour dire dans les grandes lignes, j'en ferai une review quand j'aurai terminé Torna. Parce que dans l'idée, c'est que je vous parle du 1 et du 2, de mon expérience du 1 et du 2. Parce que je vois pas l'intérêt de faire 2 vidéos du 1, une du 1, une du 2, une du Future Connected et une du Torna. Je vais tout faire d'un coup, donc attendez que j'ai fini de jouer à Torna et ensuite on parlera des bails de Xenoblade Chronicles 2. Mais pour Xenoblade Chronicles 2 en tant que tel, ben j'ai une liste longue comme un bras de trucs que j'ai détestés dans le jeu, genre vraiment legit détestés. Mais le résultat final, c'est que j'ai quand même apprécié. C'est étonnant, hein. J'ai quand même aimé le jeu et j'ai passé un bon moment dessus, malgré plein de trucs que je déteste dedans. Pêle-mêle le système de gacha que je n'ai pas appris à apprécier, je le déteste toujours autant. Les quêtes secondaires que je déteste toujours autant, qui sont liées à des compétences de terrain que tu ne peux avoir que sur des lames que tu ne peux obtenir que en passant par le système de gacha. Donc si t'as pas de chance, comme moi, tu débloques à la fin que 8 lames légendaires sur les 40 disponibles. Et donc, tu fais l'impasse sur énormément de compétences de terrain. Et donc, tu peux pas finir de quête secondaire parce que t'as pas les compétences de terrain nécessaires. Oh là là. Voilà. Mais j'ai globalement beaucoup apprécié ce jeu. On dirait pas, mais j'ai beaucoup apprécié. T'es sûr que t'es pas genre sous syndrome de Stockholm actuellement parce que, C'est possible, on verra. Je dédoute là parce que c'est compliqué. Hein. J'ai fini Tinikin, dont une review apparaîtra sur Singe Pourpre aussi. Oui. Tinikin que j'ai énormément apprécié comme jeu, je vous dirai pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre Parce que du coup, tu fais le récap de 2 semaines de jeu en fait, vu que la semaine dernière tu n'étais pas là, donc vas-y. Alors, sur cette semaine-là, j'ai terminé Immortality. Ouais. Voilà, ça, c'est fait. Je l'ai commencé la semaine dernière, je l'ai fini cette semaine. Et c'était, je crois que c'est une de mes plus grosses baffes de cette année, aux côtés de Elden Ring, parce que c'est un jeu qui m'a énormément marqué. C'est un FMV. Pourquoi est-ce que Victor avait des PTSD? Parce que bah, littéralement, vous êtes un monteur vidéo. Et vous êtes sur une table de montage vidéo. Si vous jouez au clavier, le PTSD peut être... D'autant plus puissant. Il est complet. Hein. Moi, Espace pour pause. Genre vraiment... Je vais pas vous raconter exactement dans le détail ce que c'est parce que je me le réserve pour la vidéo et ce sera une vidéo où il y aura plus de détails écrits que d'habitude dans la mesure où j'ai vraiment pas envie de vous spoiler de ce qui se passe parce que c'est un jeu dont les révélations font partie intégrante de l'expérience à vivre. Ouais, ce jeu, c'est une expérience. Ouais, c'est vraiment une expérience à vivre. Il y a une composante particulière, étrange, éthérée, qui fait partie du charme de la vidéo. Et je m'attendais pas à apprécier un jour un jeu qui en fait est un gloubi-boulga de séquences filmées. Mais si vous êtes un amoureux du cinéma ou une amoureuse du cinéma et que vous avez un minimum de code de lecture d'une image cinématographique, c'est une expérience que je vous recommande. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai une expérience de jeu vidéo qui marie aussi bien le cinéma et le jeu vidéo. Un Last of Us, on a tendance à dire que c'est plus un film qu'un jeu vidéo, ce qui est faux. C'est un jeu vidéo qui singe le cinéma dans sa mise en scène, mais qui essaye de représenter le cinéma, et qui, je trouve, et là c'est à titre personnel, échoue là-dedans parce qu'il est meilleur jeu vidéo qu'il n'est film. Immortality, ça reste un jeu vidéo, mais qui réutilise les codes du cinéma pour proposer une expérience vidéoludique. Et je peux te joindre là-dedans parce que je trouve qu'il le fait à merveille, car regarder quelqu'un jouer à ce jeu en étant juste assis à côté, c'est hyper prenant aussi. Parce que du coup, tu suis l'histoire et t'es à fond là-dedans, c'est extrêmement agréable à regarder. À regarder, mais à vivre, je peux vous assurer, je le détaillerai, mais il y a des éléments, on est très vite happé, et il y a des sensations que tu retrouves que quand tu es manette en main ou clavier en Sûrement, main. quand tu regardes juste, quand t'es spectateur, tu n'as pas tout. Pas toutes les sensations, pas toutes les émotions qui peuvent être provoquées avec la manette ou le clavier en main, mais c'est impressionnant. Moi, j'ai passé des soirées entières avec toi à regarder ce jeu-là. Et c'était super bien. Ça, c'était pour ce à quoi on a joué. Merci en tout cas d'avoir participé, surtout toi, Elena. Ah, parce que moi, j'ai pas assez participé, c'est ça. Bref, on va pouvoir passer à au sommaire, pardon. Excusez-moi. J'allais passer directement sur l'actualité en bref. Il y aura une actu en bref.
Au sommaire, on va vous parler des nouveautés de Square Enix qui vont débarquer. Et pourquoi est-ce que Square Enix, donc ce sera un petit peu le débat, pourquoi est-ce que Square Enix sort autant de jeux? On est tombé sur un article très intéressant de Nintendo Life à ce propos-là, qui pose des bonnes questions. Et je vous apporterai à ce moment-là mon ressenti sur ce Square Enix Plays 2022. Mais également, j'ai entendu quelques petits bruits de couloir à propos de la situation de Square Enix et quelques éléments de réponse vis-à-vis de ce questionnement pourquoi autant de jeux. T'as vraiment entendu dans les couloirs les bruits? Oui. Oh, pour le coup, c'était vraiment des bruits de couloir, C'est parce que fou. j'étais dans des couloirs. Incroyable. On parlera de Twitch qui interdit le gambling, donc bon, c'est le mot anglais pour dire Jeux de hasard. les jeux de hasard d'argent. D'argent, Oui. les jeux. Et on parlera, le gros morceau de ce podcast, on peut pas le louper, ça a été les leaks de GTA 6. Et ce qui est cool, c'est qu'on est en format podcast, donc on peut rien montrer. Oui. Et la tentation de montrer, elle est pas là, puisque on peut pas montrer des images par la voix. De toute façon, à quoi ça sert? De toute manière, on va tout juste commenter tout ça, vous nous croirez sur parole, Oui, on et vous tout le monde prévient. sera content. Oui, on vous Comme prévient, toujours. on va pas vous N'est-ce dire, justement, on va pas vous spoiler. Là, hein, vous inquiétez pas. Oui, pas de souci. D'ailleurs, ils sont tellement heureux de ça qu'ils vont aller mettre le maximum de notation, pas vrai? Oui, Exactement. d'ailleurs, et bravo, c'est vrai qu'on a une attitude qui mérite que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcast, ou sur Deezer, ou sur Spotify, ou un pouce bleu sur YouTube. Et pour nous c'est féliciter ouf, aussi hein. de la bonne reprise de cette nouvelle saison. Voilà. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à nouveau à nous écouter sur les canaux, donc ça nous fait méga plaisir. Le rendez-vous est pris pour cette saison 1 2022-2023 de Singe pour Podcast. Vous êtes prêts pour vos actus? Yes. Let's go. C'est parti. Alors, les news en bref. Elena, je t'en prie, à toi la main. Alors, on va commencer par une news qui concerne Microsoft et c'est plutôt une bonne nouvelle. Microsoft compte offrir une formation à plein de personnes qui a en plus un emploi à la clé. C'est-à-dire que dans le mois qui suit, vous pouvez postuler, si vous connaissez un peu le code, vous pouvez postuler et être peut-être sélectionné pour un des programmes prévus par Microsoft pour être formé à par exemple data analyse, les solutions cloud ou voire même une ingénierie en cybersécurité. Vous allez suivre ensuite une formation si vous êtes accepté, une formation de 4 mois qui sera payée entièrement par Microsoft. Et ça, c'est quand même assez sympa. À la fin de cette formation-là, si vos résultats sont satisfaisants pour Microsoft, vous pouvez vous voir proposer un emploi quelque part chez Microsoft. Et ça, c'est rare. Ça montre que Microsoft, il cherche à former et à garder les jeunes talents. Et quand même, c'est sympa, c'est une bonne opportunité à prendre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ils disent quand même que c'est mieux de connaître le code déjà ou voire même être diplômé. Le code précise bien, savoir programmer. Parce que Programmer. le Oui. code, moi je me dis le code de la route, le code de la oui, route. bah, Oui, non mais les connaissances de programmation sont les bienvenues. Voilà, et du coup, ensuite, à la fin, vous pouvez peut-être intégrer un des 4... groupes. Attention, il y a des pots, enfin, je dis pots pourris, mais vous avez de la chance. Vous pouvez partir chez Xbox, Oui, vous pouvez partir chez Azure, hein, ce qui est du coup un peu le Google Drive de Microsoft. ouais. Vous pouvez partir chez Office 365, qui est pas dégueu. Alors si ça part en couille pour vous, vous finissez chez Bing, et je peux vous dire que... Ah, mais c'est un taf, hein, mais bon... C'est peut-être pas ce que vous attendiez, hein. Ouais, mais du coup, vous avez jusqu'à 5 octobre pour faire votre candidature et ensuite les formations commenceront en janvier, si je me trompe pas. Voilà, vous pouvez toujours tenter votre allez-y, chance. participez. cool, Vous c'est pouvez cool, ouais. en plus, vous pouvez suivre la formation à distance ou aller directement aux USA, à Atlanta ou à Washington. Non, Donc aux États-Unis, soit au campus d'Atlanta, soit au campus de Oui. Washington, si vous êtes d'humeur à vous déplacer. C'est ça. sympathique. Merci Elena. Chacun, Victor. chacun fait des choix de vie, personne ne juge. Victor, en bref, le Game Pass, les Oh nouveautés. là là. Ah, alors ça, là, je me prends une patate d'un coup, mais j'accepte. Écoutez, le Game Pass qui va y avoir des nouveaux jeux arrivés comme à chaque mois. Hein, je sais pas si vous êtes au courant. Mhm. Et qui va nous balancer quelques petites pépites. Alors, je fais les arrivées ou les sortants d'abord? Tu préfères Allez, quoi? on commence par les mauvaises nouvelles. Alors, les mauvaises nouvelles. Attends, je glisse qu'aux mauvaises nouvelles. Il nous quitte. Il nous le quitte 30 la manière dont c'est septembre. présenté. Il nous quitte le 30 septembre. Ah, il y a des gros départs, hein, mais bon. Alors, Grande liste. moi, personnellement, je t'avoue que j'y vois pas énormément de gros départs. Ah, les deux premiers sont vénères. catastrophiques. Moi, j'en vois. C'est vrai que tu connais celui-là? Donc, on AI a The Somnium AI The File, Somnium File, ouais, qui nous quitte, qui était sur cloud et console et PC, donc sur les 3 plateformes. Ouais. On a Astria Ascending, cloud
console et PC qui partent. Dandy Ace, Dart 4, Dart Rally, Going Under. Going Under, c'est un gros départ triste aussi. Oui, Going Under, effectivement. Slime Rancher, qui est sympa, mais bon, si vous l'avez pas fini depuis, bon, c'est pas si... Ouais, c'est surtout qu'il y a le 2 qui arrive. Oui, voilà. qui est dans la liste des jeux ajoutés au mois de septembre. Mais Slime Rancher, de toute manière, j'ai l'impression qu'il vient et il répare, il vient et il répare régulièrement. Subnautica Bell of Zero. Qui est un peu triste, mais je veux dire, ça fait partie des jeux, tu sais, qui sont souvent gratuits sur les PC, etc. Donc si vous ne l'avez pas, vous forcez. Je suis désolé. The Procession to Cavalry, je ne sais pas du tout ce que c'est. Unsighted et Visage qui est très bien, qui est un jeu d'horreur un peu triste là, celui-là. Ok, très bien. Ok, maintenant, donc ça, les bonnes pour nouvelles, les départs. Alors, les arrivées. Les petits sucres. La petite crotte de nez à Sony, peut-être, pour commencer. Alors, crotte de nez, je sais pas, parce attendu. que c'était attendu et qu'ils l'ont aussi, je crois, non? Oui, il a été annoncé directement en arrivée sur PlayStation. Je l'ai téléchargé d'ailleurs. Vous avez Deathloop qui arrive sur le Game Pass, donc Deathloop qui est le jeu qui est sorti l'année dernière, je crois. En exclusivité temporaire PlayStation, où on incarne des assassins qui font des sauts dans le temps. Je n'ai toujours pas compris, je vais pas vous mentir. C'est des loops temporels en fait. Mais qui apparemment qui est très bien. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est une sorte de immersive sim, façon comment ça s'appelle, Dishonored, dans lequel c'est vu à la première personne, t'as une vie organique qui s'organise sur un lieu clos. Et en fait, il faut que tu apprennes comment est-ce que les PNJ... Oui, tu suis les trajectoires, et tu dois... etc. Et le truc, c'est que quand tu meurs, tu reviens, tu fais un saut dans le temps. C'est un Die and Retry... Edge of Tomorrow, le film, je sais pas si t'as vu. Oui, je vois. Voilà. Ok, donc vraiment, il faut que tu calcules tous les trucs. Oh, c'est sympa, en vrai. Mais j'essaierai. Je vous en parlerai peut-être sur la chaîne. Non, ça, je peux penser. Écoute, vas-y. À côté de ça, on a Hardspace Shipbreaker, qui est un jeu de récup spatial, si j'ai bien compris, qui est très très bien, qui donne vraiment envie quand tu regardes certains trailers où vous êtes un homme qui ou je sais pas quoi, un spationaute. Oui, en fait, t'es un désosseur de vaisseau. C'est tout ce qu'on veut faire généralement. T'es un esclave d'une grande compagnie et il faut que tu rembourses un crédit. Ah oui, je l'ai vu. T'as un crédit immense et tu dois payer en allant te mettre en danger. Et en désossant des trucs, en sachant qu'il y a toute une stratégie sur quoi désosser en premier. Oui, parce que sinon ça explose ou il y a des dépressions. C'est super stylé en vrai. Donc ça, c'est les deux jeux qui sont déjà disponibles. Donc là, au moment où vous entendez, vous pouvez les prendre. Mais il y a d'autres jeux qui sont déjà disponibles aussi. Dans les jeux aussi disponibles aujourd'hui, au moment où vous entendez, vous avez Spider Heck, qui est un brawler frénétique, c'est écrit. Hein. Donc je ne sais pas ce que veut dire brawler frénétique, mais ça m'a l'air de vraiment... Avec des araignées. Par contre, si vous êtes des arachnophobes, je ne sais pas si c'est le jeu pour vous. C'est un peu mort pour vous. On a Beacon Pies sur cloud, console et PC aussi, qui est... alors j'ai pas trop compris ce que c'était non plus. J'aime beaucoup l'image par contre. Ouais. Elle me donne vraiment envie, donc j'essaierai. Ouais. On a Moonscar. T'as oublié Slime Rancher 2. T'as sauté Slime Rancher 2. C'est pas grave. Ouais, mais du coup, lui, Slime Rancher 2, il est disponible aujourd'hui, mais Moonscars, non. On a Slime Rancher 2, du coup. Qui remplace le Slime Rancher. Qui remplace le premier, qui arrive le 22 septembre, qui sera sur toutes les plateformes. Xbox, PC, Cloud. Qui est cependant en aperçu, donc Early Access. C'est l'Early Access, c'est là où aperçu, c'est le terme, je sais pas pourquoi ils ont mis aperçu. Mais Xbox Game Pass a tendance à traduire les noms comme ça avec les chenilles. Tu peux dire chenilles, comment ils disent déjà? Chenilles de donjon pour les dungeon crawlers. Moi j'adore, en vrai. Ça me fait trop rire. Bon, voilà, tout ça c'est disponible, vous pouvez y aller, ça fait plaisir. Cependant, on devra attendre le 27 et le 29 septembre pour avoir d'autres jeux. Oui, ces autres jeux qui seront... Moonscars, Grounded qui arrive en version 1.0. Enfin, qui sort du coup, officiellement. Les Build Zoo, Valheim qui débarque uniquement sur PC. Et le meilleur Pas de patrouille. Yes, wow. Le grand prix de la pas de patrouille. Voilà. Bon, du reste, c'est des mises à jour, on a quelques trucs sympas, Sea of Thieves. Je vous invite à aller regarder tout ça. L'essentiel a été dit. Voilà. Encore en bref, maintenant, viteuf, ça fera partie du coup de ce qu'on va discuter. C'est GTA 6 et les leaks. Il n'y a pas que Rockstar qui a été hacké. Il y a aussi dans le monde de jeux vidéo, Activision Blizzard qui a été piégé aussi. Et il y a un truc comme 40 minutes de gameplay de Diablo 4. Ça a fait moins grand bruit parce que je crois que l'affaire a été plus rapidement étouffée. Mais 40 minutes quand même de Diablo 4, c'est pas rien. C'est énorme 40 minutes. C'est énormissime. Il
Il y a une attaque massive, je pense, qui est consécutive. Bon, on en discutera. Oui, on en discutera plus tard. Il devait y avoir la même faille partout. C'est le Covid. En fait, c'est à cause du Covid et du télétravail. Je pense que là, ça va être finito la période où le télétravail était mis en avant parce que pour les développeurs, la plupart des hacks en fait sont liés aux utilisations de plateformes de streaming entre sociétés, genre Slack. Qui a été, c'est l'essentiel de ces trucs-là, ça vient de là. On en parlera, ouais. On en parlera le moment venu. Il n'y a pas que Diablo qui a été leaké. Il y a également un autre studio qui a été piraté pas plus tard qu'avant-hier. C'est 2K. Ouais. 2K qui a subi également une attaque des pirates. Par contre, là, différent. Ce n'est pas un vol de données, c'est plutôt une intrusion sur la plateforme d'assistance aux clients. Oui. Donc il faut faire attention parce que vos mots de passe, tout ça. Exactement, les joueurs, certains clients de 2K commencent à recevoir des mails de phishing. Donc faites attention, le 2K, ils ont fait un communiqué sur leur compte Twitter en demandant de vérifier vos comptes, de voir si vous avez reçu quelque chose, si vous avez reçu des messages de 2K support. Si c'est le cas, ne cliquez sur rien. Support. Exactement, et surtout allez vérifier vos mots de passe, changer vos mots de passe, etc., etc. Donc faites attention parce que le but c'est, comme toujours, de voler vos données. On le rappellera jamais assez. Si vous avez une société qui vous réclame pour des X ou Y raison des informations personnelles, faux. 99%. Comme des mots de passe ou même simplement un nom, un prénom, une carte d'identité, c'est faux. Oui. Ne les écoutez pas. Un support ou une société ne vous demandera jamais directement ce genre de truc. Sauf si c'est vous qui déclenchez la procédure. Exactement. Et là, dans ce cas-là, c'est maîtrisé. Exactement. Du coup, je me pose juste la question, mon Dieu, mais où est la sécurité dans tout ça ? Ah bah ça, on en parlera justement plus tard. On commence ? Allez. C'est parti. Et la première actu, c'est une sorte de micro-débat et puis de retour sur le Square Enix Place 2022 sur lequel on a pu essayer, j'ai pu essayer pas mal de jeux vidéo de Square Enix avec la question de nintendolive.com. Bordel à queue, oui je traduis what on earth is going on with... Bordel à queue, qu'est-ce qu'il se passe avec Square Enix cette année ? Vous l'avez peut-être vu, mais énormément de jeux vidéo vont sortir entre maintenant et la fin d'année. Entre l'été même, parce qu'on en a eu déjà les premiers jeux qui ont sorti en masse quand même. Ah oui, il y avait Triangle Strategy, il y a eu Live qui est sorti sur Switch, beaucoup de jeux Switch, beaucoup de jeux PlayStation 5 et très très peu, voire pas du tout sur Xbox. Ça bouge énormément. Demain va sortir Diofield, demain, au moment où vous l'écoutez, ce sera déjà sorti, mais vous avez Diofield Chronicles qui vient de sortir chez Square Enix. En attendu, encore toujours ce mois-ci, il y a Valkyrie Elysium. On aura du Dragon Quest Treasure, on aura du Crisis Core Final Fantasy VII, on a le portage de Nier Automata, on a Life is Strange, le remacaster qui va débarquer sur Switch et sur console pour un polissage visuel. Qu'est-ce qu'on aura ? Power Wash Simulator, parce que ça compte. Il y aura Harvestella, effectivement. Oui. Et l'année prochaine, on a Octopath Traveler 2 qui débarque. Final Fantasy Theatrhythm Final Bar. Exactement. Final Line, je crois. Bref. Bar, je crois c'est Bar. Il y a... t'as dit Octopath. Il y aura Final Fantasy XVI. Bref. Il y a énormément de jeux. Qu'est-ce qui se passe chez Square Enix ? Alors, on commence par quoi ? Par le débat ou ce que j'ai pensé des jeux ? Je pense qu'il vaut mieux que tu balances, vas-y, toi. Je balance ? Comme ça, on pourra débattre sur tes balances. Raconte-nous déjà, qu'est-ce que tu as vu parmi les prochains jeux du coup annoncés et qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'ai testé déjà tous les jeux que vous pouvez tester en démo ou qui sont déjà sortis. Donc, Diofield Chronicle, j'ai pu le tester un peu en avant-première avant qu'il sorte. Il était déjà disponible en démo, je vous invite à aller tester la démo, il est disponible en démo sur Switch et sur PS5. Oui, et avant que tu continues, donc là on va faire un petit récap, mais si vous voulez avoir plus d'informations sur ces jeux-là, allez sur Singe Pourpre, il y a une vidéo qui en parle. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'en plus, sur toutes les démos Square Enix que vous pouvez télécharger, que ce soit Harvestella, que ce soit Valkyrie, que ce soit actuellement aussi, je l'ai oublié, Star Ocean Divine Force, ou j'étais en train de parler de quoi, Diofield, c'est que si le jeu vous plaît, vu que c'est des débuts de partie, vous allez jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures pour Harvestella, et c'est 3 heures que vous pouvez conserver sur le jeu final. Ça, c'est donc parfait, vous pourrez transférer votre sauvegarde de la démo sur le jeu final. C'est pas rien, ça vous fait économiser 3 heures de blabla. Moi je dis c'est pas rien. Oui. Diofield Chronicle, donc, que j'ai trouvé agréable. C'est un tactical RPG en temps réel, avec une histoire à la Game of Thrones.
Voilà, Pas beaucoup de mal. choix à faire. On couche avec sa cousine. Il y a des bails un peu, hein. Ok. Il y a des bails. Je vais passer vite fait. Oui. J'ai pu tester Power Wash Simulator, très agréable aussi. Je crois que tu l'as déjà joué. Bah moi j'ai joué, il est sur le Game Pass, donc. Il est sur le Game Pass. J'ai pu tester Dragon Quest Treasure sur Switch, qui est un mélange de Dragon Quest Monster Joker et de Zelda, parce que vous avez un accent qui... Vous pouvez choper des monstres qui vont vous aider dans votre équipe, et bah, en fait l'accent il est surtout mis sur l'aventure, sur l'exploration et la recherche de trésors. C'est très mignon, c'est très choupi, c'est bien fini, c'est un action RPG, ça n'est pas chibi, contrairement à ce que je pouvais croire au début, parce que en fait tu joues Eric, le héros de Dragon Quest 11 en version enfant. C'était cool. J'ai pu jouer à Nier Automata sur Nintendo Switch. Il y a des gens, je crois que c'est la plus grande peur de tout le monde, c'est ça va très mal tourner sur Switch. Non, ça tourne très très bien en version portable. Vous le mettez en mode docké sur un grand écran, ça commence à tirer un peu la gueule, mais en version portable, c'est étonnamment extrêmement fluide. Donc soyez rassurés là-dessus. Il y a évidemment quelques moments où ça aura un petit peu du mal quand il y a vraiment trop de monde, mais c'est étonnamment fluide. Qu'est-ce que j'ai pu essayer d'autre? Harvestella, mais pareil, bon, c'est disponible en démo. Oui. C'est peut-être le seul jeu de ferme que je finirai, Mhm. Oh. que je jouerai, parce que j'ai beaucoup apprécié Harvestella. Il y a des très très bonnes qualités narratives et de gameplay sur les combats. Parce que le reste, bon, bah, c'est assez commun, hein, le jeu de ferme, vous plantez vos plantes, etc. Vous entretenez des vaches, voilà. J'ai pu tester Star Ocean Divine Force. Pareil, action RPG, très sympathique, avec de bonnes mécaniques, mais un character design à chier, faut le dire à les termes. Le héros principal qui s'appelle Raymond est moche. D'ailleurs, les deux noms des personnages c'est Raymond et Laetitia. Oui, Très mais ça, bien. c'est parce que c'est les studios japonais qui s'en occupent, ils sont persuadés que Raymond c'est stylé. Raymond et Laetitia. Bah oui. Mais c'est Raymond et Laetitia. Voilà. Et Raymond, il a la coupe de cheveux de Michel Polnareff. Attends, c'est Laetitia. Hein? Laetitia. Laetitia? Bah, C'est pas Laetitia, c'est Laetitia. Non, c'est Ouais. Laetitia. Ouais, mais ils disent pas le L. Ouais, mais du coup, Oh la là version là. française, c'est Laetitia. Oui, bah oui. Mais c'est Après, on se demande Raymond pourquoi on et change les noms, Laetitia. Mais c'est Raimondo et Laetitia. Bref, qu'est-ce que j'ai pu tester d'autre? Valkyrie Elysium, pareil, disponible en démo, action RPG, très sympathique, histoire un peu cryptique, plutôt jolie et atmosphère envoûtante. Rien à voir avec Disco Elysium. Rien à voir avec Disco Elysium et Oh. avec Valkyria Chronicle. Zut. Ça n'est pas la fusion de Ouais, Valkyria je me dis, Chronicle ils se sont rencontrés un moment et puis paf, non. Non, ça fait des chocs à pic, pas du tout. En avant-première, j'ai pu tester du coup Final Fantasy Crisis Core Réunion. Crisis Core Final Fantasy VII Réunion. Action RPG, très 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 beau, reprend le HUD de Final Fantasy VII, le remake, mais ça n'a pas beaucoup changé. Si dans le gameplay, il y a des petits ajustements de confort qui font plaisir, qui sont cool, mais dans l'ADN pur et dur, ça reste l'épisode PSP, jusque dans les animations, qui en fait sont tirées carrément de l'épisode PSP. Mais c'était très sympa. Je vous invite à aller voir la vidéo du coup pour vous faire une idée de tout ça. Et on attend encore énormément de jeux, et là, la question, c'est qu'est-ce qui se passe chez Square Enix? Oui, que comment vous- ça se fait qu'il y ait Qu'est-ce que autant de raconte, jeux Nintendo Parce que Live c'est à ce point-là? énorme. Elena, qu'est-ce que ça raconte? Vas-y, dis-nous. On attend une réponse. Il raconte qu'il y a énormément de jeux. Il y a une cinquantaine de titres annoncés pour les mois. C'est même pas l'année, c'est les mois qui viennent. Ouais, non. Ouais, il y a, ne serait-ce que sur Switch, il y a 13 jeux qui sont annoncés entre là, le mois de septembre, et l'année prochaine. C'est ça. En 4 prochains mois, c'est énorme. C'est énormissime. Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut beaucoup se poser. Alors, moi, le truc, c'est que je fais partie de ces gens qui... je suis intéressé par tout ce qui est produit. L'article de Nintendo Live dit, bon, il y en a pour tous les goûts. Hein. Si vous êtes intéressé par Diophile Chronicle, vous ne serez pas forcément intéressé par Tactic Ogre. Si vous êtes intéressé par, j'en sais rien, Crisis Core, vous ne serez pas forcément intéressé par Valkyrie Elysium. Oui, ceux qui vont prendre Harvestella vont pas être forcément intéressés par Octopass ou par Star Ocean non plus. Mais je suis pas tout à fait d'accord dans la mesure où il y a quand même un tronc commun sur beaucoup de ces jeux et qu'on peut être intéressé par à peu près tout et que ça fait un peu peur. Moi, je vous avoue que j'ai un peu peur de cette période parce que je vais avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de jeux à jouer et il y a des choix mais qui me brisent le cœur que je vais devoir faire. Genre, moi, je vous ai vendu Harvestella, mais si je suis pragmatique, c'est pas le jeu vers lequel je dois me tourner en priorité, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire, et en plus, comme un teubé, je vous en ai pas parlé, mais j'ai commencé Souls Hacker 2, Oui. qui est aussi un jeu très très long à terminer. Mais oui, bon, dans les faits, va falloir faire des choix compliqués. Mais alors, du coup, pourquoi il y a cette avalanche?
Et ben moi, j'ai quelques petits bruits de couloir. Tiens, petite théorie. Mais peut-être d'abord, il y a quand même la Covid comme une raison Oh, faut arrêter. possible. Oui, mais quand Faut même, arrêter. un an de retard de développement, il y a des jeux qui sont pas Non, sortis, mais c'est pas l'excuse ultime que tu peux qui sont dégainer pas à sortis chaque l'année truc. dernière, qui sont pas sortis. Bah si, quand Moi, même, pour si. moi, Si, en vrai, non, mais ça fait un joue, mais faut pas non embouteillage, plus dire que ça a perturbé 50 jeux d'un coup. Enfin, Alors, ça en a perturbé perturbé 2 ans. peut-être la moitié. mais tout ça pour dire que moi, je pense Il y en aura que, peut-être moitié moins, tu vois. en plus d'avoir été perturbé par le Covid, ils gèrent très mal leur planning de sortie. Bah, je pense que le Covid, quand même, a créé une forme d'embouteillage. Si tu rapportes de l'année 2020 au moins une dizaine de jeux qui se retardent par exemple à 2021, voire même 2022, ça se tient. S'ils ont été obligés de recommencer certains titres, ça se tient. Il y a des remakes par exemple comme Live Live qui est sorti en août. Ça a dû sûrement prendre du temps pour être développé aussi. Bah, Ça- 3 ans, ils ont dit de développement quand même. Ouais. Et 3 ans, tu tombes sur la période Covid. Ouais. Dans ce cas-là, pourquoi ils diluent pas un peu les jeux là? Pourquoi ils nous Mais- étalent pas ça Ah, au lieu là, de... qu'ils c'est sont peut-être prêts. il y a Mais un oui. autre Oui, mais je raison. comprends qu'ils soient prêts, mais me faire ça, là, moi, par exemple, là, dans le lot, il y en a certains qui m'intéressent, je suis curieux, mais me jeter 50 jeux dans les airs comme ça et faire attrape! À la fin, ben, je reste fixe, je bouge pas. Alors, et il y a- tout tombe à côté de Il y, moi. a- il y a tu vois. plusieurs points, je pense, là-dessus, tu vois. Il y a ce côté Covid, déjà. Et pourquoi est-ce qu'on les dilue pas? Peut-être parce qu'il y a des plannings à respecter et qu'ils ont un petit peu peur, en fait, de soit se faire concurrence entre eux sur certaines grosses sorties. Genre, peut-être qu'ils veulent concentrer l'essentiel du marketing sur cette fin d'année pour ces petits jeux qui n'auraient pas leur chance, peut-être en 2023. Oui, Parce qu'il y a Final Fantasy Oui. 16, pardon, qui a Final Fantasy Rebirth l'année qui suit. Peut-être que c'est compliqué de diluer ces petits jeux et de faire de la communication autour de ces jeux de moindre budget quand même, en parallèle justement de faire une grosse communication Oui. autour des Final parce Fantasy qu'ils que marquent. les Final Fantasy, ça démonte tout le reste. Sachant que là, l'impératif qu'il y a, c'est aussi de sortir Crisis Core avant Final Fantasy XVI et évidemment avant Rebirth. Et que peut-être que l'idée, c'est pas de créer une concurrence entre différents Final Fantasy. Parce que là, pour le coup, entre les différents Final Fantasy, autant tu peux débattre de la concurrence entre tous les autres jeux, autant entre deux Final Fantasy. Si tu veux iconiser ta licence Final Fantasy, il faut effectivement éviter de se tirer dans les pattes. Puis on est d'accord que un bon nombre de ces jeux-là, ils sont quand même développés par les studios possédés par Square Enix. C'est ça. C'est Donc- soit des partenariats, soit des studios possédés par Square Il Enix. y a finalement pas mal d'équipes qui travaillent en même temps sur un C'est pas, grand c'est pas nombre. du full Square Enix. Oui, c'est pas un seul studio qui fait tous ces jeux-là, ils sont nombreux, donc c'est normal qu'ils avancent tous. À un moment donné, il y a juste plein de jeux qui sont prêts. L'autre point aussi, et ça, bon, bah, ça fait partie des petits trucs que j'ai pu récolter à droite à gauche, Final Fantasy XIV, qu'on le veuille ou pas, ça arrive sur sa fin. Il y a Pas eu, des choses comme ça. il y a eu la dernière extension qui a redonné un sursaut, et Final Fantasy XIV, c'est un truc comme 60% des revenus Square Enix actuellement. Donc Square Enix, soit les finances sont pas globes, tu vois, soit il y a une préparation d'une transition. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que par cette multiplication de jeux qui sortent entre des nouvelles licences, parce qu'il y en a dans le lot, Diophile Chronicle, Harvestella, et des trucs bien solides, est-ce qu'il n'y a pas une tentative de pouvoir et de vouloir équilibrer les comptes, de réactiver des vieilles licences, d'en créer des nouvelles, et de lancer une forme de gigantesque filet pour essayer de voir quelle est la licence qui s'en sort le mieux, en plus de l'image Effectivement. qu'a Final Fantasy et de la disparition progressive du MMO Final Fantasy. Puis peut-être qu'il faut une tentative d'inonder un peu le marché. Donc je sais pas, peut-être essayer d'attirer plus de joueurs vers leur jeu en agissant comme ça massivement. Je pense que c'est une possibilité. Il faut pas oublier que peut-être que Square Enix a une taille trop grosse par rapport aux projets majeurs qu'ils ont. Moi, j'adore les JRPG, j'adore les tactical, Ouais. mais c'est pas des genres ultra populaires. Hein. Final Fantasy, la hype, elle est passée. Je crois que le 7, le remake, il a peiné à dépasser les 10 millions d'exemplaires vendus. Bah, Mais c'est disons Final que- Fantasy 7 et c'est même pas un tour par tour, tu vois. Ça parle plus vraiment aux nouvelles générations, FF. Hein. Moi, Mais je le vois FF, comme ça, ça a hein. toujours du mal et c'est la licence la plus populaire.
Et là, ben, t'as du tactical, t'as des trucs, c'est du ultra niche, tu vois. C'est du En même temps, méga niche. comment tu vas attirer des nouveaux joueurs avec un jeu que tu l'appelles FF7, tu vois? Oui. Imagine, t'as 14 ans, tu vois FF7, tu vas voir, laisse tomber, il y en a 6 autres, je vais jamais y arriver. Enfin, Non, mais c'est complètement ça. Non, mais c'est pas pour rien que la plupart des gros studios aujourd'hui, ils enlèvent les chiffres Oui, bah oui. des jeux parce que ça. C'est pour ça que Yakuza s'appelle Like a Dragon et qu'ils ont encore changé de nom, c'est fini les Yakuza. On en avait parlé pendant le précédent, ça s'appelle Like a Dragon. Like a Dragon tout court, effectivement. Parce Ouais. que Ryo Gakotoku, ça veut dire Oui. tel un dragon, tu vois. Donc, enfin, à peu près. Donc, mais c'est terrible. C'est- Moi, je trouve c'est que c'est un très mauvais move. C'est la direction qui est prise, on enlève les numéros. C'est ça. Parce que c'est des poids. Après, là, tu prends un très mauvais exemple. Pourquoi? Parce que Like a Dragon s'appellera Like a Dragon 8. Oui, mais ils sont malins, mais pas trop. eux. C'est juste, en fait, Ils sont à mi-chemin. là, l'exemple est mauvais parce qu'en fait, il y a une retraduction de la licence Yakuza. Ouais, je pensais qu'ils abandonnaient les numéros. Moi. Non, non, ils abandonnent pas. Ok, Ce sera my Like a bad. Dragon 8. Ah ouais, Parce non, que mais non, Yakuza mais- Like a Dragon, c'était au Japon, il s'appelle Ryo Gakotoku Pourquoi 7. ils font ça? Mais pourquoi ils font des efforts et puis ils annulent la moitié. Ils font non, on laisse. Mais non, mais sinon, après, la réflexion est pertinente sur les numérotations. Mais moi, je pense qu'il y a une tentative de jeter un grand filet avec tout le savoir-faire de Square Enix. Oui. Mais je pense aussi que Square Enix, peut-être, doit essayer de se déclasser, entre guillemets, et pas de se déclasser en mode c'est triste, mais de revenir à quelque chose d'un peu plus modéré en termes de taille. Mm. La grande interrogation que j'ai, tu vois, c'est vis-à-vis de Diofield Chronicle. Je trouve que c'est bien de créer une nouvelle licence, Mhm. mais là, on parle d'un jeu qui débarque sur une même année entre deux autres tacticals Ouais. qui sont pas pareils, évidemment, mais qui sont quand même des tacticals. Je veux dire, avant Diofield, on a eu Triangle Strategy. Ouais. Après Diofield, on aura Tactics Ogre, qui est un remaster d'un des piliers du tactical RPG. Alors, ok, Diofield Chronicle, c'est en temps réel. Ouais. Il y a pas de cases, il y a une autre gestion du tactical, mais de loin, tu le mets dans la même catégorie que de tactical RPG que les deux autres. Donc moi, je trouve ça ouf que sur un trait de temps aussi court, tu as une tentative de jeter un filet, mais finalement en restant sur un truc extrêmement niche, tu vois, je suis pas sûr. Après, je me trompe peut-être, hein, je suis pas analyste, je suis pas marketeur chez Square Enix, mais je suis pas sûr que ce soit la stratégie optimale que de proposer comme ça une multitude de tacticals, quoi. Tu serais en train de dire qu'il y a des erreurs stratégiques chez Square Enix. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Je pense qu'ils sont un peu en sueur. Ouais. Moi, on dirait un petit peu une sorte de baroud d'honneur. Je trouve, moi, ça me fait peur, mais je trouve que ça ressemble à une forme de baroud Moi, d'honneur. depuis qu'ils ont investi dans les NFT. Bah, alors, les NFT, tu vois, qu'on en pense du mal, moi, je suis pas convaincu du tout du NFT, mais c'est une tentative de diversifier les activités. Ouais, il Quoi. y a tentative et tentative. Enfin, quand t'es une boîte comme ça, je trouve ça un peu. C'est une tentative, point. Est-ce que c'est mal? Oui. Ils ont Est-ce que vendu, c'est bien? Je suis pas sûr. Ils ont vendu quand même des parties d'eux-mêmes pour pouvoir investir dans les NFT. Enfin, Oui, mais c'était en fait, si tu veux, c'était des parties qui peut-être leur coûtaient trop d'argent. Oui. Si, ils réinvestissent dans les NFT, c'est une chose, mais peut-être que Eidos, surtout avec les ratés successifs des Marvel's Avengers, Oui, c'était un boulet, c'est sûr. Mais c'était pas un boulet, mais il y avait une mauvaise stratégie là-dedans et une incompréhension de comment est-ce que fonctionne le jeu vidéo en Occident, très clairement. Mais je pense que stratégiquement aussi, il y avait besoin de se délester de tout ça, tu vois. on sait très bien comment ça va finir. Square Enix ne va pas si bien que ça. On sait très bien comment ça va finir. Non. Si, moi je sais. Et Comment si le Un filet... gros chéquier. Ok. Que ce soit de l'un ou de l'autre, un gros chéquier. Ouais, plus de l'un que de l'autre. Bah moi justement je voulais vous demander si le filet c'était pas tellement pour les joueurs mais plutôt pour quelqu'un qui a un gros chèque. Montrer le savoir-faire de Square Enix au monde entier Moi, je et pense pas qu'ils le que savent déjà. aux hein. joueurs. Non mais juste frapper en masse pour montrer tous les jeux qu'ils peuvent faire, la quantité de jeux qu'ils peuvent produire. Même si les gens achètent 1 sur 3, Ah, peut-être que ce tu crois sera qu'ils suffisant. essaieraient de faire grimper leur cote en termes de prix en mode regardez ce qu'on peut faire là. On va falloir proposer plus. Peut-être pas faire grimper en termes de cote, mais peut-être que c'est une sorte de CV qu'ils essayent de Ouais, montrer. c'est peut-être ouais, ben, Le en CV, vrai, oui. si tu tournes ça comme un CV, là c'est un super CV. hein, Est-ce qu'il peut-être qu'ils cherchent quelqu'un qui pourrait les financer justement? Ah bah ça, d'après Tencent, wink wink. pitié, pas Oui. Tencent quoi. J'ai l'impression qu'ils sont dans tous les mauvais, tous Parce les que- coups fourrés, tu vois, ils sont là discrètement. Si le problème principal c'est le manque d'argent dans les caisses de Square Enix, bah peut-être que ça explique vendre les jeux c'est une chose, ça fera augmenter un peu leur liquidité,
Mais peut-être qu'il n'y a pas Bon, que ça. lancez, Bon, on verra, en tout lancez cas, vos paris en commentaire. Qui va racheter Square Enix? Allez. On passe à la suite. L'actualité qui suit, je sais pas si on va rester bien longtemps, et puis c'est surtout toi qui vas la diriger, parce que je t'avoue que ça... Ah, ou j'y c'est suis carrément moi qui la dirige. Mais j'y suis très étranger, c'est l'arrêt du gambling sur Twitch, parce que c'est interdit. Ah, le gambling sur Twitch. Bah, écoute, tu connais déjà mon avis là-dessus. Pour moi, c'est un fléau. C'est pas le parce que je le gambling. connais que tu peux pas le dire. Oui, bah, faut savoir que le gambling est interdit dans pas mal de pays, Dont la France. dont la France, et que Twitch servait un peu de plateforme, je vais pas dire grise, tu vois, zone grise un peu, Ouais. où énormément de joueurs venaient vendre un peu à l'audience française, entre autres, et à d'autres audiences où c'est interdit, se basant par exemple à Malte, le M-Word, où c'est légal. Et Twitch finalement a décidé que ça devenait illégal, voilà, que c'était un problème, parce que c'est un vrai problème. Alors, je vais pas entrer dans les détails, tout ce que vous avez à savoir, c'est que les gens qui souvent jouent au gambling dans les plus gros sont partenaires. Enfin, au jeu de casino. Aux jeux de casino, voilà, Oui, sont partenaires avec des casinos. C'est des sites qui font des jeux de casino. C'est ça, en gros, c'est des sites où tu peux y aller, c'est un casino géant en fait, hein, tu Et paries de c'est l'argent. interdit en France. C'est interdit en France, et ce qui se passe, c'est que bon, après les moult scandales, parce qu'il y a énormément de streamers, les plus gros, parce que les plus petits, c'est un peu plus compliqué, qui étaient partenaires et qui avaient même, vous savez, un wallet, donc un portefeuille. En gros, ils leur donnaient 5000 balles, ils leur disaient, de toute manière, c'est pas les tiens, joue, et si t'arrives à dépasser les 15 000, on te les donne, au pire, t'as rien perdu. Et c'est une vague enfin, c'est une vague on va dire, de pub. Et Oui, de, déjà, en mode, du coup, c'est souvent faux. déjà, il y a eu des scandales comme quoi c'était truqué pour Oui. certains. Donc, on en est arrivé là. Et finalement, Twitch, après les multiples, on va dire, protestations de pas mal d'autres gros streamers qui n'en faisaient pas, a décidé que ça y est, à partir du 18 octobre, c'était interdit. Alors, je sais que ça n'inclut pas tout. Visiblement, tout ce qui est paris sportifs. Les parce que c'est différent. Les C'est, paris sportifs et le poker ne seront pas du tout concernés. Je sais pas ce que c'est le fantasy sport. Je sais pas. Je Pour sais moi, pas ce j'imagine que un c'est. sport fantasy. Donc... Genre le Quidditch, Le Quidditch, peut-être. C'est peut-être les paris sur... le e-sport. Ouais. Oui, Mais voilà. je dirais, si c'est e-sport, normalement c'est précisé, ça devrait être Ouais. précisé. Donc c'est des choses qui sont Donc- encadrées dans certains des pays où c'est un peu plus, c'est un peu plus carré. C'est peu clair, mais on verra bien à l'avenir. En tout cas, voilà, vous ne verrez plus cette fameuse section qui s'appelle slot en plus Mhm. sur Twitch, qui était quand même souvent dans le top 10 des streams. Hein, donc à minima 50 000 personnes qui regardaient ça. Moi, mon avis, c'est que c'est un fléau. Voilà. Le jeu d'argent, ça détruit des vies. Alors effectivement, si vous faites attention, mais tout le monde ne peut pas faire attention. Oui, ils disent Donc aussi que ça n'avait pas sa place. c'est motivé par le fait que la communauté de Twitch, les spectateurs de Twitch, ils sont plus jeunes que par exemple les spectateurs de YouTube en Mhm. moyenne, et du coup c'est une tranche de population encore plus touchée par les risques Oui. de perte d'argent justement Disons dans ce qu'il y genre avait- il y avait de beaucoup jeu. streamers qui jouent à des jeux lambda et puis d'un coup, tu sais, ils font entre deux parties, ils font un petit poker, enfin pas un poker, Oui. du coup une petite roulette ou je sais pas quoi, là, des jeux, on aurait dit des Candy Crush où tu gagnes de l'argent. Oui, là c'est problématique. T'as 12 ans, tu regardes ton streamer préféré qui joue à Warzone, et hop, entre deux parties, il t'explique qu'il a gagné 5000 balles en déplaçant 3 cubes, tu dis, ah, peut-être si je prends la carte bleue à papa. Donc Oui. voilà, c'est Bah, interdit. C'est interdit au moins de 18 ans de base. Oui, donc, je sais, mais... Ouais, mais on personne revient ne sur vérifie ce- vraiment, je pense. Hein. On revient sur ce truc de il suffit de cliquer sur un bouton et Oui, tu as 18 ans, tu vois. c'est pour ça que c'est interdit en France, c'est que si tu veux tu veux jouer au jeu d'argent, tu te rends physiquement dans un casino et tu sors ton argent. Là, quand tu joues de façon virtuelle, tu ne sens pas cet argent partir. Oui, de toute manière, c'est interdit. C'est interdit dans beaucoup de pays européens. Ça jouait sur un flou juridique et sur certaines géolocalisations. Donc Ouais. c'est pas plus mal. Déso, pas déso à la Team Malte. Va falloir trouver autre chose. En tout cas, on a déjà une petite liste précise de sites qui seront interdits. Bon, c'est vraiment une toute petite liste. Et ce sera pas tout, il y en aura d'autres. En tout cas, c'est ce que précise Twitch. Ils vont essayer Oui, non, mais d'en je pense que ça va identifier être au cas d'autres. par cas, tu vois. Oui. Dès qu'ils en verront un, ils vont le dégager. Et il précise, c'est surtout les sites qui ne prennent pas suffisamment de Mesures. pincettes et de mesures pour prendre soin, entre guillemets, pour accompagner leurs joueurs qui ne font pas assez de prévention au danger des jeux d'argent. Oui, c'est très bien. D'ailleurs, ça avait c'est lancé bon. une vague de protestation et il y avait eu des streamers qui menacent de faire une grève sur Twitch. Allez-y.
faites la grève, ça fera plus de viewers pour les autres. Enfin, moi, je l'ai vu ça, je t'avoue que ça m'en touche une sans bouger l'autre. Là, Comment tu veux organiser une grève? Enfin, je veux dire, c'est pas des salariés de Twitch. C'est ça, en fait. C'est comme si tu demandais, je sais pas moi, à l'ensemble des patrons d'un pays de faire grève. Bah, d'accord, bah on va tous faire grève. On ferme toutes les boîtes de la... Bah, ils vont faire tant pis pour vous. Tu vas demander, c'est comme si tu demandais à tous les patrons de grande distribution, genre Édouard Leclerc, le patron de Carouf et tout ça, vous fermez tous les magasins pendant une semaine. Oui. Mais qui va faire ça? Bah, en fait, il part du principe, la réflexion elle est pas si mauvaise, mais elle est stupide in fine, tu vois. Il part du principe, si les gens sont chez nous, ils nous regardent nous, ils mettent de l'argent sur nous, et vu qu'ils mettent de l'argent sur nous, vous touchez un pourcentage. S'ils sont pas là, ils vont aller où? Le truc, c'est qu'ils réalisent pas qu'ils vont aller ailleurs. Oui. Ils vont aller ailleurs, et c'est pour ça que je dis faites grève, par pitié, faites grève. Alors j'ai pas vu de Français qui le font, donc bon, dommage pour la team France, mais pour la team anglophone, faites grève. Les mecs ils aliènent 30K, 20K, 54 personnes sur leur live. Je peux t'assurer que s'ils font grève, ça va faire plaisir à du monde, hein, parce que donc allez-y, faites grève. Les gens iront ailleurs. Oui, il faut vraiment pousser et avancer des arguments sur Twitch. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise Pour attirer l'attention de Twitch, c'est pas mal, mais peut-être que c'est pas en faisant grève que ce sera réaliste de faire quelque chose. Peut-être qu'il vaut plutôt lancer je sais pas moi, un syndicat. C'est possible de lancer un syndicat des streamers? Ils sont pas salariés, donc puis c'est des streamers du monde entier, ils sont une pas association. Salariés, tu peux pas syndiquer. Ils sont tous dans des pays différents avec des législations différentes. Admettons, t'arrives à récolter 50 streamers, gros streamers qui font grève. Le grève event. Ouais, un grève event. Voilà. Très bien, mais alors, qu'est-ce qui te garantit que, effectivement, les 50 streamers vont faire grève pendant la semaine? Qu'est-ce qui garantit que t'en as pas un autre gros qui va profiter, qui est personne sur la plateforme? Des énormes qui vont en profiter. Qui vont arriver, qui vont dire, ah bah y a personne, bah c'est parfait, je vais me faire connaître. Et puis même à côté de ça, je veux dire, vous êtes un petit, vous voulez vous faire connaître, non mais allez-y, streamez pendant qu'il y a personne qui stream. C'est le moment, c'est vraiment. Et le problème actuellement, c'est qu'il faut faire plier Twitch, et c'est pas c'est pas la bonne méthode pour tenter de faire plier Twitch et Amazon. Même je sais même pas comment tu peux faire plier Twitch. Tu peux pas faire plier Amazon. C'est les gens qui doivent boycotter Twitch. C'est pas les streamers. Ça marchera pas. Oui, mais si Twitch ne fait rien, ça permet de lancer une action en justice justement en disant que Twitch ne prend pas suffisamment. Ils ne font pas suffisamment de choses justement pour éviter cet impact, cette dangerosité de jeu d'argent sur un public potentiellement vulnérable. Ça se fait, mais c'est hyper compliqué. Dans ce cas-là, il faut lancer ça dans tous les pays où Twitch existe. Parce que là, et ça, c'est ouf. La problématique qu'il y a aussi, c'est que actuellement, ils font grève de Twitch. Alors, ok, ça fait une belle jambe à Twitch. C'est pas sûr que ce soit... Ils ont prévu, enfin, ils sont... l'idée est plantée. C'est pas sûr que ce soit efficace. 2... ça montre quand même un gros problème. Je veux dire, ce qui serait plus efficace, c'est qu'il y ait effectivement une entente pour que t'aies des très gros streamers qui partent massivement ailleurs. Il y avait Mixer à une époque. Il y avait Mixer à une époque. Dont tout le monde s'est moqué. Il y a toujours YouTube Gaming. Par exemple. Ils pourraient dire ça, mais ils le font pas, donc ça montre bien qu'ils ont pas spécialement envie de... Bah oui. Après, je crois qu'ils peuvent pas. Hein, la grève, ça veut se dire, je boude pendant une semaine, mais je reviendrai TKT. Oui. Twitch et Amazon, je pense qu'ils peuvent se permettre que t'aies 50 streamers qui vont pas streamer pendant une semaine. C'est Amazon. Jeff Bezos, je pense vraiment... Je pense qu'il s'en sortira, Jeff Bezos. Il s'amuse à envoyer des fusées dans l'espace, il en a absolument rien à foutre. Par contre, si tu prends le risque d'aller ailleurs, mais bon, encore une fois, il y a pas d'ailleurs. C'est ça le problème. Si, il y a YouTube. Mais il y a YouTube. Il y a Dr Disrespect qui est sur YouTube, il s'en sort très bien. Il y a Dr Fieldrong aussi. Dr Fieldrong qui est sur YouTube aussi, il s'en sort très bien. Ça soulève encore une fois le problème de tous les créateurs de contenu sur Internet. Qu'est-ce que les créateurs peuvent faire pour faire valoir leurs droits ou pour faire entendre leurs avis? Rien. On est la que ce soit Twitch, que ce soit YouTube, que ce soit, je sais pas moi, Dailymotion, s'il y a des problèmes sur Dailymotion, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez, les créateurs peuvent rien faire. On peut, vis-à-vis de ce genre de choses-là, malheureusement, les deux plus puissants, on revient toujours là-dessus, hein, les deux plus puissants dans ce genre de relation triangulaire, c'est les viewers et les plateformes. Nous, en tant que créateurs de contenu, malheureusement, on est obligé, on subit trop de pression de l'un ou de l'autre. Il y a la pression des streamers, il y a la pression de la plateforme, et nous, faut qu'on essaye de trouver une situation pas trop inconfortable. Ouais. Il y a aussi... Tu peux potentiellement pousser la communauté et envoyer, on va dire, une bouteille à la mer pour que les gens, justement, se motivent.
mais c'est pas. Oui, mais c'est limité. C'est pas C'est le créateur, limité. oui. C'est limité à ta Ouais. communauté. C'est ça. Ça sert à Il R. faudrait que C'est ça ça. prenne partout, mais là c'est impossible. Hein. Bref, le débat Mais même. est ouvert. On a encore un gros morceau à traiter. Ah oui, c'est vrai que. C'est oui. le morceau que vous entendez le morceau tous. que vous attendez. On va pouvoir continuer. L'actualité qui suit est donc la grosse actualité. Je pense que vous l'avez pas trop raté. Si vous l'avez raté, c'est pas grave, ça arrive, mais ça veut dire que ça nous fait très plaisir. Ça veut dire que vous ne suivez l'actualité que via les Singes pour Podcast. Et franchement, merci beaucoup. Parce que ça, je crois que littéralement, toute la presse en a parlé, et pas que la presse spécialisée jeux vidéo. Littéralement, tout le monde, sur tous les réseaux sociaux. Il y a eu 1 milliard de vidéos qui ont été faites par des personnes plus ou moins opportunistes en fonction de comment est-ce qu'ils voyaient les choses. Rockstar s'est fait violemment hacker par une personne de 16 ans. Voilà, je crois qu'on va le dire directement. Une personne de 16 ans qui avait déjà mouillé un petit peu dans le hack et le vol de données de Uber. Mhm. Et qui est, on l'avait dit un petit peu dans les news en bref, est aussi plus ou moins responsable d'un gros hack sur Diablo 4. Alors ça, on sait pas. Ça, on sait pas. Bon, c'était concomitant. GTA 6, du coup, s'est vu dévoilé dans sa version pré-alpha, qui date de 2019, dans laquelle on voit que pendant 90 vidéos, que finalement GTA ressemble à GTA. Bah, très bien. Je sais pas quoi dire à part cool. Bah, Ils ont pas je changé. on va pas s'attarder énormément sur le contenu de ces vidéos, déjà parce que c'est un peu touchy. Heureusement, on va rien vous montrer. De manière, je crois que Rockstar a tout fait pour supprimer un maximum de choses sur YouTube. Mais de ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les rumeurs avaient raison. Il y aura 2 personnages, un peu façon Bonnie and Clyde. Mhm. Un personnage masculin, un personnage féminin, des vêtements qu'on peut changer comme on veut, Oh, génial. de la conduite, une police Visiblement, débile, Dans Vice City. voilà, qui se passera Et dans c'est Vice pas City. sûr, hein, encore. C'est ça. Non, mais écoutez, un braquage, c'était ça le plus intéressant, je pense, du lot, qui se passait relativement bien, mais on peut que commenter ce qui a été vu d'une version, encore une fois, pré-alpha, Mhm. et qui ne veut rien dire, parce que les gens devinaient Vice City, mais à n'importe quel moment, c'est une autre ville. Oui, c'est juste qu'ils avaient besoin d'écrire un nom et ils ont dit on va mettre Vice City, c'est Ils rigolo. peuvent très bien avoir récupéré effectivement des assets d'un vieux jeu et les avoir foutus là-dedans. Oui, totalement. Vraiment Donc, totalement. Ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup d'éléments de gameplay. Même si la fuite concernait un build de cette année, Mhm. même si le build datait de cette année, ça n'aurait rien voulu dire parce que le jeu il est pas prêt de sortir. Et là, il s'agissait d'une version pré-alpha 2019. Enfin, je veux dire, le jeu peut vraiment être modifié du tout au tout entre cette époque-là et donc je sais pas si ça vaut le coup tous les commentaires qui ont été faits autour du jeu et de ce qu'il en serait et des analyses qu'il aurait pu faire sur les leaks Les gens parce que ça n'a aucune valeur. Ceux qui font les analyses, vous perdez votre temps, ceux qui font les analyses. Hein. Vraiment, vous faites mal à la tête pour rien. Hein. Je spoil un petit peu ce dont on parlera un petit peu après, mais dans la foulée, vous avez énormément de studios qui ont essayé d'éteindre le feu et de faire un petit peu de pédagogie sur les versions pré-alpha de jeux. Mais il y a eu notamment, comment ils s'appellent, ceux qui ont fait Forbidden West, là, Horizon. Comment il s'appelle? Guerrilla Games. Oui, putain. Guerrilla Games qui a publié une version pré-alpha aussi de Horizon. Si vous vous basiez sur la pré-alpha de C'est Horizon, Minecraft. Ça, tu te bats avec des dinosaures Minecraft. si vous vous basiez sur ce qui avait été montré, vous aurez pu en déduire que c'était un TPS dans l'univers de Killzone qu'ils allaient sortir. Oui, t'es gentil, je trouve, quand même. Parce qu'il y a les assets de Killzone qui sont utilisés. Oui. Et Tu l'as c'est vu pas la partie où ils montrent aussi les monstres gigantesques, comment ils sont à la base? Oui, bien Alors, sûr. C'est juste des cubes c'est qui sont très connu, empilés. ça. Hein. Ouais, c'est... Oui, mais pour les dinosaures, c'est une chose, mais on aurait pu en déduire, parce que le seul truc sur lequel on pouvait se raccrocher, c'était le personnage principal. C'était un soldat de Killzone, quoi. Oui, parce que ça fait partie de leur moteur et de tout. C'est leurs assets à eux, C'est quoi. leurs assets. Donc, donc, quand tu construis, tu fais avec les Lego que t'as, et sur le moment, t'as rien construit. Oui, oui. Donc, voilà, le but, c'est de pitch quelque chose pour c'est un brouillon. la personne qui va venir affiner tout ça. Et, C'est ça, vous avez déjà fait des brouillons en dessin. oui. Vous êtes déjà tombé sur des dessins, des brouillons de Oda. Voilà, je prends mon exemple parce qu'en ce moment je lis One Piece beaucoup. Oda, il montre régulièrement les brouillons de ses pages Oui, qu'il envoie à ses assistants. C'est des sketchs, quoi. Si tu te bats sur ça, Oda dessine très très mal. Le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Et c'est ça qui me Qui se sont terrifie. dit, oh putain, mais Ouais, Oda il il dessine y a mal en forcément fait. des mecs qui ont pris sur Twitter. Ah, et c'est ça le mec qui dessine le manga le plus populaire de tous les temps. Oh là là. C'est sûr, c'est sûr.
Toujours est-il que oui, il y a eu des gros problèmes qui ont été reconnus par Rockstar. Nous avons récemment souffert d'une intrusion de notre réseau dans laquelle un tiers non autorisé a accédé illégalement et téléchargé des informations confidentielles depuis nos systèmes, incluant des séquences du début du développement du prochain Grand Theft Auto. À l'heure actuelle, nous n'anticipons aucune perturbation de nos jeux live service ni aucun effet à long terme sur le développement de nos projets en cours. Ce qui veut dire que techniquement, ça va pas causer un retard de GTA 6, quand bien même on n'a aucune date et aucune fenêtre de sortie. Nous sommes extrêmement déçus d'avoir des détails de nos prochains jeux partagés avec vous de cette manière. Notre travail sur le prochain Grand Theft Auto va continuer comme prévu et nous restons engagés comme toujours à vous délivrer une expérience à vous, nos joueurs, qui dépasse réellement vos attentes. Nous tiendrons à nouveau tout le monde informé prochainement et bien évidemment nous vous introduirons proprement à ce prochain jeu lorsqu'il sera prêt à être montré. Nous voulons remercier tout le monde pour leur soutien continu durant cette situation, l'équipe de Rockstar Games. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter des éléments? Elena, t'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Je sens que t'avais des termes à dire, vas-y. C'est qu'il n'y a pas que les séquences vidéo de GTA 6 qui ont été volées par les hackers qui apparemment appartiennent à un groupe de lapsus. Ils ont également volé le code source de GTA 5 ainsi que le code source de GTA 6. Actuellement, ils demandent un rançon pour ne pas vendre le code source de GTA 6, tandis que le code source de GTA 5 a été probablement déjà vendu. Ils ont réussi à intercepter plusieurs transactions en crypto-monnaie sur des serveurs de crypto-monnaie. Malheureusement, on peut pas prouver si c'est des vrais ou des faux virements. Donc on ne sait pas si GTA 5 a été réellement vendu à quelqu'un. En attendant, les hackers demandent toujours au moins 5 000 € de rançon pour garder le GTA 6 en privé. Le hacker, du coup, qui a 16 ans, comme tu l'as bien dit, il a déjà été arrêté pour le même genre de fait l'année dernière, en décembre 2021. Et donc du coup, si c'est réellement lui qui a hacké Rockstar, mais aussi Uber, Microsoft, Nvidia et Samsung en durée de seulement 10 jours, là il risque gros le gamin. C'est un récidive et en plus le chantage comme ça. Il y a même le FBI qui va être mêlé à l'affaire à cause de Uber. Donc ça va être vraiment une affaire de piratage au moins de 2022. C'est une histoire qu'on va pas oublier pendant un bon moment. Ouais, c'est assez historique ce genre de... Il n'y a jamais eu d'aussi gros... Il y a Xbox Underground. Yes. Oui. Alors si vous l'avez pas vu dans la vidéo, les plus gros hackers, Xbox Underground qui avait quand même à l'époque de la 3.6 et la première Xbox qui était le phare dans le hacking. Ils sont introduits chez Microsoft pour voler un prototype de Xbox 360, ce qui n'est pas rien. Rentrer dans le QG de Microsoft pour aller péter un truc en clonant les badges. Je sais pas comment ils ont fait ça. Ils sont rentrés dans les serveurs américains pour voler un prototype d'hélicoptère de combat. On sait pas pourquoi. Ils ont dit on l'a fait, on pouvait le faire, on l'a fait. C'était aussi eux qui étaient derrière les hacks des consoles, tu sais, pour ils revendaient ça. Ouais. Et ils avaient aussi réussi à craquer FIFA. Donc ils faisaient du faux argent et ils revendaient ça. Tu sais, parce que c'est avec ça que tu faisais le gambling justement. Ouais, mais ils étaient vénères, les gars. Je me doute que t'es un pro Microsoft, donc t'aimes bien mettre en avant. Non, mais c'est pas ma faute. Mais tu parles d'Underground, enfin, je veux dire comparativement, c'est un tout autre niveau. Il s'est vendu bien plus de GTA et plus puissant qu'Xbox. Bah, bien sûr, mais je dis pas que c'est pas non, mais c'est les événements de la même envergure. Pour moi, c'est de la même envergure, c'est tout. Là, chaud, là, ça date de l'époque des années 2000. Oui, mais moi, c'est le problème que je reviens, c'est comment se fait-il que tous les services de sécurité soient si faibles face à des ados de 16 ans? Parce que c'était à peu près le même âge qu'ils avaient à l'époque. Mais c'est pas l'âge qui fait la compétence. Non, mais tu sais, mais ça fait un running gag rigolo quand même. Un ado, l'élu, qui apparaît. Mais tu sais, les années 2000, c'est aussi la période où dans tous les films qui sont un peu genre geek, qui parlent de la techno, t'as toujours un jeune hacker de 12-13 ans qui hack tous les services de sécurité. C'est pas l'âge qui fait la compétence. Oui, attends, c'est pas moi qui ai bloqué, c'est les films qui montrent ça. C'est justement, c'est très rigolo que les jeunes, ils arrivent à tout hacker. Là, c'est pas la question de l'âge finalement, c'est la question parce que là, sous-entendu pour moi, c'est que Victor il comprend pas parce que lui là, il va se pointer chez Rockstar torse nu. Là, il va vouloir s'embrouiller avec Rockstar. Il sait même pas, il dit Rockstar, mais il croit que c'est une personne.
il Ça dit, va je vais me finir. battre et moi je vais gagner parce que moi j'ai pas 16 ans. Mais... Et là, mon gars, je peux vous dire que je vais vite rentrer à la maison. Hein. Non, mais la question de sécurité se pose bien évidemment parce que là, c'est un exemple énorme. En à peine 10 jours, on a eu le hack d'énormément de boîtes et pas des moindres boîtes. Uber, Microsoft, Nvidia, Samsung, Activision avec Diablo, le Touquet il y a 2 jours. C'est des grosses sociétés qui sont censées de bien protéger les données qu'ils ont. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'ils vont devoir bien réfléchir à chacun de l'autre côté et peut-être tous ensemble aussi des questions de cybersécurité. D'ailleurs, c'est toi, Victor, qui m'a partagé un tweet qui dit que tout d'un coup, Uber, il lance le recrutement pour justement les questions de cybersécurité presque dans tous leurs locaux un peu partout aux États-Unis. Comme par hasard. Comme par hasard, après c'est fait hacker. Donc, est-ce que... Et ces gens ont toutes nos données, hein, je vous rappelle. Hein, Est-ce que ces gens-là se sont virés et du coup ils ont besoin de remplacer ou est-ce qu'ils en avaient pas? Ils en avaient pas et c'est peut-être ça le problème. Donc oui, bon, on verra bien. Donc, du coup, c'est quoi le problème? Encore le Covid avec les systèmes de travail à distance? Non, alors là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de débat. Parce que ce qu'on n'a pas raconté, c'est que le hack, pourquoi est-ce qu'il a été permis? C'est justement à cause des logiciels de partage d'écran et de travail à distance mis en place chez Rockstar, notamment Slack, qui était utilisé pour partager le travail pendant les périodes de télétravail. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de débat. Effectivement, c'est à cause de la crise du Covid qu'il y a eu une faille de sécurité dans le processus de travail. Dans ce cas-là, oui. Mais pourquoi ils ont choisi ce logiciel? C'est ça que je parce qu'il n'y avait que ça. Parce que je pense que tout le monde a été pris de court par cette pandémie. Ouais. C'était soit ça a arrêté tout le travail, soit... Exactement. C'est dommage qu'il soit pas un peu plus penché dessus pendant le truc, parce que même Slack, je sais même pas d'où ça sort, Slack. On sait qui c'est qui l'a fait? Slack, j'en ai aucune idée. Okay. Bon, j'en ai aucune idée, mais c'est un logiciel utilisé pour du télétravail. Après, bon, encore une fois, sur la portée de tout ça, je pense qu'il va y avoir un gros coup de frein, et c'est malheureux, de pas mal d'entreprises sur le télétravail. Il a ouvert la voie, là, il va faire flipper tout le monde. Hein. Ah, mais complètement, et pas que dans le milieu du jeu vidéo. Hein. Bah non. Tous les domaines. Les données confidentielles, tout le monde en a. Du coup, merci frérot, grâce à toi, le télétravail, ça va être chiant. On aura du mal à l'avoir, donc on le croise, on le tape, c'est ça? Ça peut être ça. Hein. Et du coup, en plus de la question des visuels des jeux en alpha, il n'y a pas que ça. Il y a un autre problème qui se lève, c'est que beaucoup de gens sont contents qu'il y a des leaks, qu'ils peuvent voir le jeu et peut-être que... Il y a la question de la transparence. Ouais. Bah oui, mais du coup, ils se disent, est-ce que ça va pas pousser notamment Rockstar, de sortir leur jeu plus vite à cause des leaks? Non. Bah non, justement. Pas Rockstar. Faut pas se réjouir, faut pas espérer, ils ont du travail à faire. C'est pas parce qu'ils ont leaké qu'ils vont sortir un jeu pas fini juste pour satisfaire les hackers finalement. Parce que c'est hacké pour sortir plus vite. J'aimerais rebondir là-dessus, mais sur un sujet un peu différent, parce que ce qu'on a surtout vu, c'est qu'il y avait une majorité de personnes. Je sais que c'est pas vous qui nous écoutez parce que vous faites l'effort de vous renseigner sur du jeu vidéo et déjà de nous écouter. Donc c'est pas rien de faire l'effort de nous écouter. Merci beaucoup. Ça dure. Mais vous savez, vous êtes au courant qu'un jeu vidéo, on commence pas par les graphismes et il y a toute une phase de test de briques. Lego pour faire fonctionner un jeu vidéo. S'ils mettent 5 ans, c'est pas juste à taper sur le clavier sans aucun but et sans évolution surtout. La création, c'est pas une création linéaire. Tu fais pas zone par zone parfaitement. Non, tu fais vraiment en mode brouillon. Et on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes, une majorité donc, qui par contre ne comprenaient pas que un jeu n'est pas beau dès le début. Et ça qui n'est pas fini dès le début. Je serais peut-être pas aussi condescendant que beaucoup de messages que j'ai lus, parce qu'il y en avait certains qui comprennent pas qu'en 2022 faut encore expliquer aux gens que un jeu ne se crée pas en claquant des doigts. Ça montre qu'il y a encore une marge de progression et qu'il faut constamment réexpliquer et expliquer aux gens à titre personnel. Ça m'a convaincu qu'il n'y a pas de c'est pas couru d'avance que les gens savent beaucoup de choses, et le temps avance, les gens vieillissent, le public n'est pas forcément le même, et les gens qui savent comment est-ce que ça fonctionne, c'est pas les mêmes non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes jeunes qui ont réagi sur les graphismes de GTA 6, qui ont peut-être découvert le jeu vidéo avec GTA 5, et qui s'intéressent pas forcément au processus de création, et pour qui en fait t'as un travail continuel
d'informations à donner sur comment est-ce que on crée un jeu vidéo. Donc c'est bien d'avoir diffusé des images de pré-alpha, mais je pense que il faudrait prendre le pli, pas pendant la création des jeux évidemment, mais il faudrait prendre plus régulièrement le pli de montrer vos images de pré-alpha une fois que le jeu il est sorti. Il y avait Nintendo qui avait fait ça pendant les Games Developer Conference pour présenter à quoi ressemblaient des Zelda, Breath of the Wild notamment. Avec, je sais pas si vous vous souvenez, le pré-alpha de Breath of the Wild, c'était Zelda avec les graphismes de NES, pour voir comment est-ce que fonctionnait le cœur de gameplay. C'était pareil avec Splatoon, qui était juste des cubes avec un angle de tir pour voir comment est-ce que fonctionnaient les fluides. Je pense que de la part des développeurs, pour éviter ce genre de situation et de bad buzz, il y a un secret à faire tomber sur la fabrication des jeux vidéo, a posteriori, évidemment, encore une fois, toujours a posteriori, et une communication à apporter. Je suis pas d'accord avec le principe de Last of Us en remaster à 80 balles, mais s'il y a un truc que je suis prêt à baisser mon chapeau, c'est d'avoir fait des behind the scenes pour voir comment est-ce qu'on crée des jeux vidéo inclus dans le jeu. Les making-of, ça pourrait être super sympa, avec justement la présentation de à quoi ça ressemblait. Démocratiser la pratique du making-of dans le jeu vidéo inclus dans la galette, je trouve que c'est déjà un premier pas. Oui, ou inclure des petits chapitres sur... dans le jeu, par exemple, tu télécharges ton jeu, dans le menu, tu as la possibilité d'aller voir à quoi ressemblait le jeu. Exactement. Juste des vidéos, tu vois, des dossiers vidéo qui te montrent des artworks, des dossiers préparatoires, des petites vidéos pour montrer ces fameux blocs qui ont été utiles. GTA 6, moi je trouve que ce qu'il devrait faire pour justement prendre acte de cet événement majeur de l'industrie, ce serait de diffuser ces fameuses vidéos qui ont leaké, mais dans le jeu final, quand le jeu sera sorti, pour montrer à quoi ça ressemblait à l'époque. Voilà, ça c'est mon avis. Il est peut-être pas parfait, il est peut-être pas pertinent, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ce serait une bonne chose de démocratiser cette pratique de making-of, quoi. On a déjà des artworks pour beaucoup de jeux qui sortent. Les artworks qui représentent pour la plupart des brouillons, des graphismes des personnages, des visuels, des fonds, des scènes, des ensembles d'architecture. Ça pourrait être sympa de rajouter 2-3 visuels du jeu en fait, jeu en développement. Ne pas montrer que des sketchs crayonnés, mais de montrer à quoi ça ressemblait une fois programmé au tout début, que c'était juste un amassis de petits cubes. On parle pas effectivement de diffuser le code source, tu vois, ou de donner en accès libre des assets. Non, de faire des petits documentaires, des making-of. Moi je trouve que tu vois, l'ironie dans toute l'histoire, on a commencé par à quoi on a joué ce podcast, et on a parlé d'Immortality. Sam Barlow a diffusé lui aussi un avant-après, parce qu'il a travaillé son jeu, évidemment, avec le système, avec son moteur de jeu, quand bien même il y a c'est que du filmé et que des images réelles qui sont prises, il y a une réflexion autour de comment va s'agencer le jeu. C'était agencer le jeu Immortality, avec des plans très simples, brouillons, en images 3D de comment est-ce que tout allait s'organiser. Et moi, je trouve que l'ironie de la chose, c'est que Sam Barlow présente des behind the scenes de son jeu vidéo, alors que tout son jeu, c'est faire lier les behind the scenes des scènes tournées de faux films avec des vraies scènes de vrais faux films. Je sais pas si vous voyez... Immortality, vous avez des scènes de making-of avec les fausses répétitions des acteurs, avec des lectures de script. Moi, j'ai appris énormément de choses. Je ne savais pas, enfin, je m'en doutais, mais de le voir comme ça, je ne savais pas qu'il y avait des relectures de script où ils se retournaient tous ensemble autour d'une table à juste lire le script, sans jeu d'acteur particulier, juste pour apprendre le texte et voir comment est-ce que ça peut s'organiser. Je ne savais pas qu'il y avait des répétitions en backstage du film avec juste des plans caméra pour voir comment est-ce que ça peut s'organiser. C'est logique! C'est logique qu'il y ait tout ça. Oui, mais on n'y pense pas tant qu'on ne se penche pas sur la question. Et très cher Sam Barlow, d'avoir mis en avant comment est-ce qu'on fabrique un film, je trouve que c'est ironique que finalement t'aies jamais pensé à mettre en avant comment est-ce que t'as fait ton jeu. Oui, mais enfin, tu sais, c'est au même niveau que moi quand j'étais petite, genre j'avais peut-être 10 ans, je me suis fait une réflexion autour de justement les tournages des films. Dans ma tête, chaque plan qu'on voyait, le changement de plan qu'on voyait sur les images, c'était une caméra en particulier. Et qu'il devait tourner chaque plan à chaque fois
pour avoir le cadre précis. Donc, imaginez la scène qui devait être dans ma tête tournée genre 100 fois sous un différent angle pour obtenir le résultat. C'était n'importe quoi, mais c'est quand tu sais pas comment ça se passe, bah tu te trouves des solutions dans ta tête. Exactement. Je pense qu'on a fait tout le tour de GTA 6. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est un événement majeur de l'industrie du jeu vidéo qui ouvre peut-être une réflexion autour effectivement de la transparence pour les personnes qui se sont plaintes de la qualité graphique de ces leaks. Ça ouvre une belle réflexion autour des making-of. Si le jeu vidéo je vois pas pourquoi est-ce que jeu vidéo, industrie qui aujourd'hui rapporte le plus d'argent, s'interdit de faire des making-of alors que le cinéma le fait depuis toujours finalement. Qui garde surtout autant de secrets sur ses productions. Encore une fois, il n'est pas question de divulguer du code source ou des manières de faire. Il s'agit de montrer comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo de manière globale. C'est vulgariser, tout simplement. Vulgariser. Parce que si les gens ont été intéressés, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été intéressées par ces leaks, juste parce que curieux de voir comment est-ce qu'on fait des jeux, et c'est normal d'être curieux quand finalement t'en parles jamais, ou si ce n'est 2 minutes au détour d'un clip promotionnel. Voilà. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés jusque-là. Merci Maj, merci Elena. Merci Hugo. Organiser tout ça. On se retrouve la prochaine fois sur les Blast News avec peut-être Étagère s'il n'est plus malade. On vous embrasse, on vous dit à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Ciao.